tout simplement le sommaire. Rapidement, ce que c'est qu'un cluster, ce que c'est que le cloud, ce que c'est que Docker, pourquoi cloud et Docker ça va bien ensemble, et pourquoi un cloud privé OpenStack. OpenStack sur Docker, on vous expliquera un peu ce qu'on a fait à ce niveau-là, et comment on ferait en production aujourd'hui. On vous en dira plus tout à l'heure. Je te laisse la parole. Ouais, allez. Alors, est-ce que c'est à peu près clair la notion de cluster pour tout le monde? Ouais, on va dire que oui. Ok, bon. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on utilise le clustering en informatique? En gros, si on voudrait résumer à peu près un cluster, c'est un regroupement de serveurs ou de logiciels qui est utilisé dans le but de fournir un seul système unifié. Bon, ça plaît pas, ça répond assez globalement à l'idée d'un cluster. L'idée du cluster, ça va nous permettre d'augmenter la disponibilité, d'avoir de l'AHA. L'AHA, c'est High Availability, ça nous permet d'avoir de la haute disponibilité. Ça nous permet également de faciliter la montée en charge. Ça va nous permettre de scale up ou de scale down nos services sur un environnement commun, sur une architecture qui va être regroupée, où les ressources vont être mises en commune. Ça nous permet également de faire une répartition de la charge. Donc souvent, on utilise un système de load balancing qui vont bien s'intégrer avec le cluster et qui vont permettre d'avoir des services qui tournent de façon partagée. Voilà. Et en dernier, ça nous permet d'avoir une abstraction des ressources. Donc on se fiche un peu de ce qu'on a. On a une pléthore de serveurs, on ne veut pas savoir où ça tourne, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça tourne et que ça fonctionne bien. Alors je vais vous montrer des petits cas vite fait d'utilisation. Donc là, on est dans un cas très simple où on n'est pas en cluster. Donc par exemple, on a 3 serveurs, 3 applications HTML5 qui tournent. C'est du bateau. On a des clients qui arrivent. Bon, bah, le but, ça va être de servir sur des clients pour aller directement sur des serveurs. Le problème dans ce cas-là, c'est que si on a un serveur qui pose problème, il va également poser problème à tous les utilisateurs qui sont sur ce serveur. Donc, pour résoudre ce problème, qui est un problème clairement de silotage, où on n'a pas de load balancer, on n'a pas de cluster, on n'a pas d'application qui est unifiée, on va faire une notion de cluster, on va mettre un load balancer, et là, pas de souci. Si on a un problème sur un serveur qui tombe en panne, hop, ça pose problème pour le cluster, on le sort du cluster, et hop, voilà. Normalement, les utilisateurs n'ont rien vu. Il y a peut-être 1 ou 2 qui ont perdu une connexion, mais pas plus. Autre cas d'utilisation, donc pour le scale-up, scale-down, en gros, on a des utilisateurs, tout va très bien, nos serveurs tournent, hop, on a un pic de trafic qui arrive, imaginons c'est le Black Friday, nos serveurs se font poutrer, ça va être très facile d'augmenter la capacité et juste de rajouter des serveurs. Bon, ça c'est du clustering classique. Donc là, tout le monde est content, et inversement, si 3 heures après le pic d'influence, il n'y a plus personne, ça coûte un peu cher d'avoir 5 serveurs qui tournent, donc on réduit la charge, on n'a plus que 2 clusters, 2 serveurs. Le cloud, la notion de cloud. Alors, voilà, je vous ai mis pêle-mêle plein de providers qui vous permettent de faire du cloud. Je les ai pas tous mis, j'ai mis à peu près les plus gros. J'espère qu'il y en a qui ne me feront pas des gros yeux parce que je les ai pas cités. Ce qu'on retrouve souvent dans les offres cloud, on parle de IaaS, PaaS et SaaS. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça se différencie? Je vais vous expliquer vite fait un peu les différences pour vous montrer un peu après comment OpenStack, nous, dans quelle partie on va se positionner avec OpenStack en fait. Donc l'infrastructure as a service, le IaaS, en gros le but ça va être de s'abstraire complètement de tout ce qui est virtualisation et infrastructure. Quand vous utilisez une offre d'infrastructure as a service, de IaaS, en gros votre but c'est d'héberger. Le but c'est juste d'avoir, je veux gérer mon OS, mes données, mes applis, mais c'est tout. Je ne veux pas avoir de charges supplémentaires, de hardware. Si j'ai un serveur qui crame, c'est pas mon problème. Ça, c'est la personne qui me rend ce service-là via l'infrastructure as a service qui s'en occupe. Donc on pourrait le résumer au final c'est de l'hébergement. Ça serait un peu comme un serveur dédié classique où vous ne vous occupez pas du matériel. Mais il y a des petites particularités avec un serveur dédié classique. Le cloud apporte une chose supplémentaire que je vous expliquerai juste après. Pour la plateforme as a service, en gros c'est à peu près pareil, sauf qu'on ne gère pas non plus l'OS. Donc on se fait une abstraction supplémentaire, parce que le but c'est, voilà, je sais que je vais avoir que de l'Ubuntu ou que du Debian, peu importe. Et en gros,
moi, ce que je veux gérer, c'est mon applicatif, l'installer, et c'est tout. Point barre. Le software as a service, il n'y a rien à faire. Pour ceux qui connaissent Office 365, qui est un très bon exemple de software as a service, vous n'avez rien à faire. Vous vous connectez sur la page web, vous avez votre service, tout tourne, c'est parfait, vous vous occupez de rien, et s'il y a un problème, vous appelez Microsoft et vous dites qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc là, vraiment le but, c'est de consommer. Alors, tout ça, on rentre dans la notion de cloud avec tout ça grâce à l'API. C'est le cloud, c'est vraiment défini par une API qui est utilisée pour provisionner toutes les ressources ou provisionner les services dont on a besoin. Donc, le cloud, c'est vraiment de l'API. Le client, il se connecte à une API de cloud, peu importe le provider, il fait proc ses instances. S'il y a du cloud init, c'est tant mieux, comme ça il pourra paramétrer ses instances comme il veut, préinstaller ce qu'il lui faut pour lui derrière que ça fonctionne dans son environnement. Une autre particularité, c'est la haute disponibilité des API aussi. Et forcément, si vous avez juste un seul point d'entrée pour votre API qui tombe, vous ne pouvez plus rien faire sur votre cloud. Donc le cloud provider, lui, le but, ça va être d'avoir une API de haute disponibilité qui va vous permettre de faire monter des instances. Les instances n'ont pas besoin d'être en haute disponibilité pour la simple et bonne raison que s'il n'y a plus de ressources disponibles, l'API devrait vous renvoyer un retour d'erreur en vous disant moi j'ai plus de ressources, faut peut-être attendre un peu, ou peut-être ce que tu me demandes c'est trop spécifique, je pourrais pas te l'allouer tout de suite, peut-être fais une demande, un support au ticket, un ticket au support plutôt. Et voilà, donc le client c'est pareil, c'est à sa charge d'avoir de la haute disponibilité, c'est pas le cloud provider qui peut se soucier de ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps pour vous expliquer un peu tout ça. Je vais prendre la relève donc avec Docker. Là, c'est pareil, on va faire rapide. Avant, on avait une approche avec plusieurs applications qui tournent sur des VM, voire une application par VM, avec tous les problèmes que ça peut engendrer, comme les overheads de ressources consommées par la virtualisation de l'OS. Pour avoir un simple Nginx qui tourne dans une VM, c'est quand même dommage. Avec le de Docker, on a la possibilité du coup de mettre Docker sur du bare metal, de pouvoir du coup consommer les ressources directement du serveur physique et faire tourner nos applications avec un minimum d'overhead de ressources gâchées. Bare metal, voilà, c'était pour la blague. Conteneur applicatif, on peut également évidemment avoir Docker sur des VM ou des instances, ce qui revient au même principe que bare metal, mais avec éventuellement une facilité, c'est que vous pouvez avoir du coup des instances Linux qui peuvent cohabiter avec d'autres types d'OS, pas que du Linux, du BSD, du Windows, etc. Et vous pouvez évidemment avoir des infrastructures hybrides, à la fois bare metal et VM ou cloud. Docker, les avantages, faible empreinte de stockage. Là, vos images en fait vont contenir les contenus applicatifs ainsi que les librairies nécessaires pour que ça puisse tourner. Et quand vous allez par exemple devoir backuper vos données, etc., il n'y a vraiment que les données à backuper et non pas toute une image de VM complète. L'infrastructure est versionnée, puisque le Dockerfile qui vous permet de gérer vos images, lui est normalement présent dans vos dépôts Git. Vous pouvez versionner vos images, vous pouvez versionner votre infra, en plus, on le verra plus tard, mais avec des outils comme Terraform et autres. On a de l'immutable infrastructure qui est native. Normalement, on ne rebuilde pas un doc avant de passer de dev à QA à prod. C'est le même doc qui passe de partout, c'est juste la data et la configuration qui vont changer entre les différents environnements. Ça accélère les déploiements, et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'un doc qui démarre tout de suite. Contrairement à une VM qui va commencer à booter l'OS, une fois que l'OS va booter, il va commencer à charger l'initialisation du démarrage, va lancer tous les petits process, et votre application va enfin devenir accessible. C'est bête, mais si votre application met 1 minute 50 à démarrer, quand vous allez vouloir faire de l'autoscaling et vouloir répondre à un pic de charge, si pour démarrer 3 instances, il faut attendre 2 minutes, vous risquez de vous retrouver déjà dans une surcharge de consommation qui va vous faire tomber votre cluster. Ce qui est quand même dommage. L'avantage de Docker, c'est que ça démarre très rapidement, donc on peut vraiment avoir une réponse très rapide à un pic de charge. Le cloud et Docker, pourquoi c'est bien? Est-ce qu'il y en a ici qui auront fait des firewalls sur leurs autres Docker? Peu de mains se lèvent. Est-ce normal? Je pense que oui. Concrètement, si on met nos infrastructures Docker sur un cloud, le gros avantage qu'on va avoir,
c'est que, donc déjà, il y a l'infrastructure as code, comme on l'a dit juste avant, mais c'est que les règles ipétables sont utilisées en fait par Docker pour tout ce qui va être exposition de port et pour le NATing, donc pour l'accès au réseau des docks vers le monde extérieur. Ce qui est pas cool, c'est que si vous installez votre port firewall sur votre PC par exemple, vous mettez U firewall, vous oubliez les règles de Docker, etc. Vous redémarrez votre firewall, vous n'avez plus aucune exposition de port, vous n'avez plus non plus de réseau dans vos docks. Tout ça parce que ipétable est utilisé par Docker. Donc là, vous avez deux choix. Solution A, je configure Docker pour ne pas utiliser ipétable. Je configure mon firewall pour gérer le NAT de mes containers Docker. Et je le configure pour lui-même exposer via des ports forward les ports à exposer de mes différents docks. Pas mal de boulot. Ou alors, vous ne faites rien de tout ça, vous laissez Docker gérer sa vie et vous utilisez simplement en fait, les fonctionnalités de sécurisation des clouds, comme par exemple les security groups sur Amazon et les security groups aussi sur OpenStack. Donc, je vous conseille la solution B, elle est quand même beaucoup plus simple que la solution A. Concrètement, ça consiste tout simplement à ramener en fait, le firewall, non pas au niveau du guest qui a fait tourner votre démon Docker, mais au niveau de l'infrastructure. D'accord ? C'est l'infrastructure cloud qui va vous apporter en fait, la sécurisation au niveau de vos instances et empêcher tout trafic involontaire d'avoir lieu. Cloud privé OpenStack. OpenStack, donc, c'est une technologie de cloud privé. Pourquoi cloud privé? Vous avez éventuellement des besoins pour du cloud public, vous pouvez faire du débordement sur du cloud public, et un jour vous allez avoir besoin de monter par exemple en termes de sécurité pour avoir vos propres serveurs chez vous, ou tout simplement pour un problème de coût, pour rationaliser vos coûts. C'est quand même pratique d'avoir ce cloud avec les API dont parlait Yvan juste avant, pour pouvoir provisionner automatiquement mes instances, pour pouvoir créer des environnements multi-tenant sur un seul et même cluster OpenStack ou infrastructure de cloud. Ici, on-premise, une des bonnes solutions, c'est OpenStack. OpenStack, donc techno de cloud privé, composé en fait de plusieurs projets. OpenStack, c'est un ensemble de projets. C'est un peu comme quand on parle d'Hadoop. Hadoop, c'est pas apt-get install Hadoop. C'est un ensemble de projets qui constituent Hadoop. Là, c'est pareil. OpenStack, c'est en fait Nova pour tout ce qui va être computing, c'est-à-dire KVM, QEMU, etc. Bref, la partie libvirt. On va avoir Neutron pour tout ce qui est gestion de la couche réseau et des interactions entre les différentes instances et l'application des security groups également. Cinder pour tout ce qui est stockage bloc qu'on pourrait comparer grosso modo à de l'ISCSI. On va avoir Glance qui va en fait gérer les images. C'est l'équivalent chez AWS des AMI, autrement dit le système qui gère les AMI pour pouvoir booter vos instances rapidement sans avoir à installer votre OS au préalable. Et Keystone qui gère l'authentification de tout ça et qui est un peu le pilier central des API OpenStack. Concrètement, quelques chiffres. Alors, on ne va pas jouer à un jeu du sondage un par un pour qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres et à quoi ils correspondent. Mais le 190 000, par exemple, c'est le nombre de cœurs de CPU du cluster OpenStack du CERN. Donc le CERN, c'est l'institut de recherche scientifique qui est français ou européen ? Européen. Bon, au moins européen, si ce n'est français. 46 projets forment l'écosystème OpenStack. C'est-à-dire que là, je vous en ai montré quelques-uns juste avant, mais il n'y a pas que de la gestion de machines virtuelles. Il y a également un projet par exemple, qui s'appelle Trove, qui vous permet d'avoir des databases as a service. Autrement dit, j'ai besoin d'une MySQL en 5.6 pour mon projet. C'est pas je démarre mon instance, je vais dedans en SSH installer mon petit MySQL ou alors démarrer un Ansible ou quoi que ce soit. C'est juste, je me connecte à mon API OpenStack et je demande, je voudrais une base MySQL et j'ai en retour tout ce qu'il faut pour m'y connecter. Ça, par exemple, c'est un des projets de l'écosystème d'OpenStack. Il y en a 46 en tout. Ça gère beaucoup de choses différentes. Je vous invite à les regarder. C'est vraiment très intéressant. Et 74, c'est le nombre de data centers qui sont impliqués dans le cloud public OpenStack d'AT&T. AT&T, je ne les présente pas. OK. 74 data centers, pardon, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas un seul gros cluster OpenStack, mais ils ont des clusters OpenStack qui sont multi-data centers, ça c'est sûr. OpenStack sur Docker. Je te laisse la main ? Ouais. Allez. Alors, pourquoi ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut lancer un OpenStack sur Docker ?
Réponse facile, ça serait parce que ça va peut-être pas vous suffire. Ok, on va vous expliquer un peu plus pourquoi. En gros, on reprend les principes de Docker. Pourquoi? On a une infrastructure versionnée, on a une infrastructure qui est immutable en natif, ça nous permet d'accélérer les déploiements, on a des démarrages d'applicatifs qui sont rapides, et une facilité de reproduction pour un PRA, bref, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur Docker. Mais l'avantage, c'est que déployer OpenStack grâce à Docker, ça va nous permettre d'avoir toute cette simplicité que nous apporte Docker pour quelque chose qui est quand même assez compliqué. Vous l'avez vu tout à l'heure, 46 projets OpenStack. Si on veut vraiment tout installer et avoir tout en main, c'est assez lourd. Donc Docker, pourquoi pas, pour répondre à cette problématique. Triple O, qui est un projet OpenStack qui permet de déployer OpenStack grâce à OpenStack. Donc ça vous vous dites peut-être que j'aurai un overhead qui serait vraiment énorme à déployer un OpenStack sur du Docker. Sachez que ça fait partie des solutions qui sont proposées par OpenStack. Je vais en vous montrer d'autres tout à l'heure, mais celle-là, je vais vous l'expliquer vite fait. En gros, le principe, c'est tout simple. On va faire ce qu'on appelle un undercloud. Donc, on va prendre un OpenStack, on va le déployer, mais on ne va pas tout installer, parce que tout ne va pas être utile. En gros, on va installer les briques minimales qui vont nous permettre derrière de déployer un vrai OpenStack qui, lui, va être utilisé pour nos applications en interne. Le premier OpenStack, il va juste être utilisé pour déployer, mettre à jour et monitorer le vrai OpenStack, vrai entre guillemets, qui, lui, sera utilisé vraiment par votre infra derrière. Sachant que ça, c'est pas OpenStack sur Docker. Tout à fait. C'est tout simplement qu'OpenStack, les gens qui contribuent à OpenStack se sont dit OpenStack, c'est pas évident à installer, c'est quand même assez complexe. Et une façon simple d'installer OpenStack, c'est d'installer OpenStack sur OpenStack. Ce qui peut paraître bizarre, mais c'est plus simple à faire par ce biais-là. Et sinon, il y a Docker. Sinon, il y a Docker, tout à fait. Prenons un cas simple, Docker. On prend nos 4 hôtes, hop, allez, on installe Docker, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on s'est dit, tiens, on va utiliser Rancher. Il y a une UI qui est sympa, on maîtrise assez bien l'outil. C'est facile de déployer un cluster Rancher. On peut déployer assez facilement des applications. Je ne sais pas si tout le monde connaît Rancher. Connaît ouais. D'accord, il n'y a pas de nom. Ouais. Personne connaît? Il y a des mains qui... Ouais. Merci. Il y a des gens qui ont dit oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on est là? Hop, on se dit, allez, on est parti, on déploie les applications qui vont nous permettre de créer un OpenStack. Ok, pas de souci, donc jusque-là, tout va bien. On installe à la main nos petits docs, on suit le tuto qui nous permet de faire ça à la bien avec OpenStack. Du coup, on se retrouve avec un serveur qui est utilisé par Rancher et tout le reste qui est utilisé par OpenStack. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On utilise OpenStack comme un cloud traditionnel. C'est-à-dire, on va proc nos instances. Sur nos instances, si on est fan de Docker, on réinstalle du Docker et on installe nos apps. Alors là, vous allez me dire, attendez, il y a 2 niveaux de Docker, il y a plein de couches qui se battent dans tous les sens. Tout à fait, c'est une des possibilités. C'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la plus prod-proof, n'empêche que ça marche. Et ça peut vous permettre d'avoir un OpenStack qui est installé facilement, rapidement, et qui vous permet de jouer avec OpenStack. Si jamais vous avez peur d'installer OpenStack pour tester, ça peut être une des solutions qui est assez sympa. Là, je vais vous expliquer du coup un peu résumer la pile qu'on va avoir. Du coup, on va avoir notre host, derrière on va installer Docker, on va installer Rancher, on va déployer notre OpenStack, donc ça va être en gros notre infrastructure. Et à la suite de ça, alors, on remet une couche instance, on remet une couche Docker. Et là, on a vraiment l'environnement qui est utilisable par votre métier. Ça, c'est une des façons qu'on a fait. Ça se réalise très bien, notamment si on utilise le petit outil qui s'appelle Cola, dont Alexis nous parlera un peu plus en détail après, qui va permettre de déployer en fait tout l'OpenStack de façon conteneurisée. Mais je te laisse enchaîner. Ok, concrètement, ce qu'on vous a montré ici, c'est un POC qu'on a monté pour déployer effectivement de l'OpenStack sur Docker avec Rancher. Ça, c'était à peu près au mois de mai, quand on a annoncé le thème de la conf. Et depuis, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées, qui ont fait que il y a quand même des choses bien mieux à faire et qui sont quand même moins prises de tête. Par exemple, on a 3 projets qui sont très intéressants à ce niveau-là, qui sont OpenStack Helm, Cola et Stackaneties. Les 2 premiers, OpenStack Helm et Cola, sont en fait des projets d'OpenStack directement.
Comme vous pouvez le voir dans la doc ici, c'est bien doc.openstack.org, les deux, et StackAnalysis qui est indépendant. Les trois, en fait, sont des projets qui ont pour but de vous faire déployer un OpenStack sur Kubernetes. Kubernetes, je suppose que vous en avez entendu un petit peu parler depuis ce matin. On ne va pas commencer à vous l'expliquer maintenant non plus, parce que sinon on en a vraiment pour un bon moment. C'est vraiment une technologie qu'on vous recommande, qui est vraiment extrêmement puissante et qui est également extrêmement facile à utiliser, comme par exemple dans le cas d'OpenStack Helm. Nous, on s'est focalisé sur OpenStack Helm. Helm, si vous voulez, c'est pour ceux qui connaissent Rancher, vous connaissez le catalogue de Rancher qui vous permet de déployer votre application en un clic et puis c'est parti, j'ai mon bloc Ghost qui monte tout seul. Kubernetes, ils ont à peu près un équivalent de catalogue qui s'appelle Helm et qui vous permet de définir vos propres catalogues applicatifs en plus de ceux fournis par la communauté pour les trucs standards, genre déployer un Ghost ou autre. Bref. MariaDB. Ouais, MariaDB et autres. Concrètement, OpenStack Helm, ce qu'ils vous fournissent, c'est tout un ensemble de repositories de catalogues prêts à déployer pour OpenStack sur Kubernetes. Ce qui veut dire que vous pouvez aller sur le lien de la documentation. Vous avez un petit tuto en fait pour comment déployer un nœud multinode très facilement. Vous le suivez de bout en bout et en l'espace de, allez, alors je dirais 1 heure si tout va bien, 4 heures si vous avez mon ADSL que j'ai chez moi, pour vous déployer votre cluster Kubernetes avec un OpenStack entièrement fonctionnel sans pour autant connaître les rouages d'OpenStack. C'est quand même ça qui est top, c'est qu'il y a une communauté qui a créé vraiment ces manifestes, donc les manifestes Kubernetes pour déployer vos applications, qui vous abstrait de l'entière complexité de déploiement de l'OpenStack. Kubernetes, pour revenir rapidement dessus, c'est donc fait à la base par Google, c'était donné à la CNCF qui fait partie en fait de la Linux Foundation en 2015 si je ne m'abuse. Actuellement, dans la version 1.8, on est limité à seulement 5000 nœuds par cluster, 150 000 pods par cluster, 300 000 conteneurs par cluster et 100 pods par nœud. Si jamais vous me dites que vous avez des besoins plus gros que ça, on pourra en discuter, mais honnêtement, faites de cluster pour l'instant, ça ira bien. Et Rancher 2 là-dedans. Concrètement, Rancher 2, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de Rancher version 2.0 qui a été annoncé ce mois-ci en Tech Preview. Vous avez pu voir que c'est quand même cool, mais Rancher sont également passés sur Kubernetes. Ils ont remplacé leur technologie de scheduling de Docker Cattle par Kubernetes. Le truc qui est sympa, c'est que Rancher peut vous déployer un Kubernetes, mais il peut aussi se connecter à un Kubernetes existant. Le côté excellent, c'est que Rancher, ils ont une IHM qui est juste excellente pour gérer vos clusters. Donc, vous pouvez très bien déployer votre Kubernetes pour déployer votre OpenStack et avoir un Rancher 2 qui se plug sur votre Kubernetes et qui vous montre en fait toute une visualisation de ce qui se passe et de ce que vous pouvez changer dans votre cluster. Ce qui vous facilitera automatiquement les mises à jour de version, les déploiements, etc., etc. Tout ça, c'est pour la partie OpenStack. Concrètement, pour revenir à la slide comparaison avec ce qu'on avait fait en POC sur Docker simple, on a nos hôtes, on a Docker d'installer dessus pour pouvoir lancer notre cluster Kubernetes, on a un cluster Kubernetes qui va tourner du coup directement sur nos hôtes, on a Rancher 2 qui est simplement en IHM pour nous fournir en fait une visualisation de ce qui va pouvoir se passer sur notre OpenStack. On monte l'OpenStack avec OpenStack Helm, ce qui se fait extrêmement rapidement et très simplement. Et après, vous avez du coup votre infrastructure entièrement utilisable pour créer vos instances de cloud privé on-premise sans vous prendre le chou. Et après, vous pouvez démarrer vos instances, vos docs, etc. et lancer vos clusters applicatifs habituels. Concrètement, la démo ne peut pas se faire ici, parce qu'il nous faut quand même pas mal de serveurs pour vous la montrer. J'ai pas amené ma baie personnelle sur moi. Néanmoins, ceux qui veulent, on peut très bien leur programmer une démo sans aucun problème. Sachez que vous pouvez le faire quand même assez facilement. La doc à suivre est très simple et le rendu derrière est excellent. Donc vraiment pour déployer un OpenStack, les anciens de toute façon comme Fuel par exemple ou autres, ou le déploiement à la main via un Ansible, sont beaucoup moins faciles de gestion que Kubernetes
avec OpenStack Helm. Je vous invite également à aller voir une vidéo qu'on vous enverra, je pense, après la presse. On la rajoutera dans la presse, on l'a trouvée assez récemment. C'est une vidéo en fait d'AT&T qui fait une démonstration de OpenStack Helm sur un Kubernetes, dans lequel ils vous montrent qu'ils sont capables en fait de changer complètement de version d'OpenStack en une seule commande, sans pour autant éteindre aucune instance, ni même mettre à mal le réseau, grâce au plugin Calico pour la gestion du réseau. C'est vraiment une vidéo que je vous invite à voir. Elle est très simple, je crois qu'elle est en anglais par contre, mais vraiment le gain est assez intéressant. Si on a déjà plus de temps, malheureusement, est-ce que vous avez des questions? Oui. L'overhead est très léger, c'est-à-dire que c'est comme quand vous avez vos docs avec vos applications, lancer une application sur Docker, c'est assez transparent, on va dire que c'est beaucoup moins lourd en tout cas que des VM. Le fait d'avoir déployé l'OpenStack avec Kubernetes et avec OpenStack Helm nous permet en fait de bénéficier de cette légèreté de conteneurs applicatifs sans pour autant avoir la lourdeur d'un déploiement manuel compliqué. Donc l'overhead il y est, forcément, donc on est quand même sur du conteneurisé, mais le conteneur tourne sur la machine hôte directement, donc si vous le déployez directement sur un bare metal, vous avez des performances qui sont proches du déploiement manuel, quoi. Vraiment très proches. Oui. Ouais. Alors, OpenStack Helm, on est d'accord, en fait, c'est le catalogue, enfin, c'est un catalogue pour Kubernetes. Donc déjà, si on enlève la couche Kubernetes, OpenStack Helm ne sert plus à rien. Rancher, ici, le POC qu'on a fait de déploiement d'OpenStack sur Rancher et sur Docker, sans utiliser Kubernetes, était basé en fait sur un déploiement entièrement Rancher sur Docker. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, on avait Nova, on avait Neutron, etc., qui étaient simplement en fait des instances Docker qui tournaient sur un cluster Cattle Rancher, qui nous permet du coup quand même d'avoir toute la facilité de mise à jour et d'upgrade que vous connaissez quand vous utilisez Rancher au quotidien sur les versions 1.6 et autres, pour monter de version, déployer, les rollbacks, la configuration. C'est quand même simplifié avec Rancher. Sur Rancher 2, l'avantage, c'est qu'il passe sur Kubernetes pour l'orchestration. Donc Rancher 2, ici, là, on va vraiment l'utiliser que comme IHM, pas comme déploiement, parce que c'est beaucoup plus simple encore maintenant de déployer avec OpenStack Helm directement. C'est un simple binaire à installer sur votre machine qui s'appelle Helm. Vous faites un Helm deploy et c'est quasiment tout fait, quoi. Voilà, donc là, ici, vraiment Rancher. Rancher 2, on l'a conservé sur les slides vraiment comme IHM pour avoir vraiment une visualisation de ce qui se passe sur votre OpenStack. Ouais, parce que si je peux juste compléter un peu, c'est que je crois que sur Kubernetes, on a à peu près 1500 contributeurs, alors qu'on a 30 contributeurs sur Rancher. Donc forcément, les capacités de scheduling, toutes les fonctions d'orchestration, elles n'avancent pas du tout à la même vitesse. Et petit à petit, Rancher, ils se sont fait vraiment rattraper par Kubernetes. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, nous, on a fait Cattle, c'est bien, on l'a mis en place, ça tourne. Mais là, on est en train de se faire rattraper. Et au final, c'est dommage parce que notre plus-value qu'on avait avec Rancher, c'était vraiment d'avoir une IHM, un UX qui est au top et qu'on n'a pas chez d'autres concurrents. Donc notre valeur ajoutée, elle est vraiment là-dessus. Alors plutôt que de continuer à s'embêter sur du Rancher, sur du Cattle, et d'avoir notre scheduler, autant partir sur du Kubernetes et savoir ce qu'on fait de mieux au final, c'est rendre ça instinctif et visuellement sympa que n'importe quel développeur peut arriver demain, installer un Rancher, il se dit waouh, bon bah ok, j'ai mes docs, je les lance et tout, ils sont schedulés, c'est génial.
Et l'approche de Rancher 2, ça va être surtout ça. Et au final, je pense que c'est vraiment mieux de partir sur du Kubernetes du coup dans ce cas-là, parce qu'il y a une communauté qui est vraiment beaucoup plus grande. Il n'y a pas de catalogue Rancher qui existe pour déployer un OpenStack. Franchement, on ne s'est pas motivé pour le faire parce que c'est un boulot monstrueux. Et étant donné qu'il existe sur Kubernetes, c'était dommage et du temps perdu. Autant partir directement sur du Kubernetes. C'est ça. Concrètement, entre l'annonce de la presse qu'on a pu faire au mois de mai et là, aujourd'hui, maintenant, où on fait cette présentation, l'arrivée d'OpenStack Helm, la mise en place telle qu'elle est facilitée, nous fait dire qu'on a plutôt préféré mettre l'accent sur qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, plutôt que comment est-ce qu'on a pu éventuellement le bricoler pour le rendre disponible éventuellement sur Rancher version 1, j'entends, sur Docker. Ici, Kubernetes, c'est vraiment the way to go pour l'instant. On a vraiment le gros avantage par exemple, de OpenStack Helm, c'est que plutôt que d'avoir à créer votre stack MariaDB, déployer votre MariaDB, créer une stack RabbitMQ, déployer votre RabbitMQ, configurer, etc., déployer votre etcd, etc. OpenStack Helm, ça se résume vraiment à une ligne de commande. Mais c'est pas genre une ligne de commande quand vous aurez tout fait le travail de construire le catalogue qui va bien. C'est vraiment une ligne de commande pour le déployer là maintenant, demain, si vous sortez d'ici ce soir, demain vous dites tiens je vais me déployer un OpenStack avec OpenStack Helm. C'est vraiment une trentaine de lignes de code, enfin une trentaine de commandes bash en tout pour déployer un OpenStack complet, y compris avec toutes ces dépendances et donc toute la complexité qui est cachée aujourd'hui pour vous, enfin cachée, qui est facilitée pour vous. Alors non, il n'y a pas les 46 projets sur OpenStack Helm, très bonne question. Concrètement, il va y avoir Nova, il va y avoir Neutron, il va y avoir Glance, Cinder, il va y avoir Keystone bien évidemment. Il n'y a pas Trove par exemple, ce qui est bien dommage, j'aurais bien aimé l'avoir. On va retrouver, si je ne m'abuse, non, je pense que je vais rester pour maintenant, je vais dire une bêtise. Ouais, je sais. Concrètement, le dépôt en fait est accessible sur GitHub. Il y a la liste des différents Helm charts qui sont disponibles. Les cités de tête là maintenant, je ne pourrais pas les donner tous, mais les principaux qui vous permettent d'avoir un IaaS minimaliste avec de quoi gérer des instances, des images, un stockage bloc, un stockage objet et Sécurisation. oui, la sécurité évidemment, la security group et le réseau. Tout ça, c'est vraiment de base compris dans OpenStack Helm. D'autres questions? Oui. Non, parce qu'en fait, quand on l'a déployé sur Docker, on a utilisé le namespace des hôtes pour tout ce qui était en rapport avec les complexités de réseau. Donc il n'y a pas de modification de configuration dans Docker, il n'y a pas de modification de quoi que ce soit, c'était vraiment un Docker, enfin, apt-get install docker.io sur un Ubuntu 16.4 par exemple, et après c'est juste des Docker files avec éventuellement des Docker run, quand même bien taillés pour faire ce qu'il faut, hein. Mais ouais, non, il n'y a pas de modification de Docker. Sachant que c'était utilisé en fait sur une infrastructure. La version de Docker, donc OpenStack sur Docker, était basée en fait sur un Neutron qui se base sur des VLAN. Okay. Ce qui demande du coup quand même d'avoir des switches qui gèrent les VLAN, d'avoir donc des serveurs sur les différents, enfin, sur le même switch, etc. Enfin, bref. Après, on a fait le test de déployer un Kubernetes directement avec KubeADM sur des nœuds. Donc on a un peu oublié Rancher pour essayer de voir un peu comment ça pouvait se faire aussi sans Rancher. Et là, c'est tout le réseau est géré au final par Calico. On a utilisé Calico pour faire ça, c'est ce qui est conseillé dans la doc. Tout à fait. Le plugin réseau utilisé par OpenStack dans la version OpenStack Helm, c'est Calico. Un des gros avantages qui est notamment mis en avant dans la vidéo d'AT&T, c'est que vous pouvez avoir en fait Calico comme plugin de réseau pour votre Kubernetes, avoir Calico également comme plugin de réseau pour votre stack Neutron dans OpenStack. Et il est possible en fait de lier les deux, parce qu'en fait c'est simplement du BGP, donc ça va être simplement un peering BGP entre les deux, pour faire en sorte que vos instances d'OpenStack puissent directement communiquer avec votre Kubernetes en dessous d'OpenStack, sans pour autant perdre en sécurité ni en multi-tenancy. Pas d'autres questions? Eh bien merci à tous. Ouais.